Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, dans le panorama des actifs à disposition, il se pose une question, faut-il revenir sur les petites et moyennes capitalisations? La question se pose d'autant plus qu'elles sous-performent depuis 18 mois, tant en Europe qu'aux États-Unis, et que cette sous-performance n'est peut-être pas durable. Alors c'est exact, c'est vraiment cette coïncidence entre une surperformance des grandes capitalisations, on peut le prendre dans ce sens-là, aux États-Unis comme en Europe depuis un bon moment maintenant, depuis à peu près 18 mois effectivement. Ça coïncide de part et d'autre de l'Atlantique, il faut faire quand même très attention. Les situations aux États-Unis et en Europe sont différentes, ce sont des marchés très différents, et les causes de ces sous-performances sont bien distinctes. Alors, justement, quelles sont-elles? Aux États-Unis, pour commencer. Aux États-Unis, on peut voir la conjonction d'un double phénomène, en fait. Vous avez d'une part les plus grandes sociétés, les plus grandes capitalisations qui deviennent de plus en plus grandes. On a tous en tête le nom de ces grandes sociétés qui font plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation maintenant. Ce ne sont même plus des grandes capitalisations, ce sont des méga caps. Des méga caps, donc on dit que le gagnant rafle tout, rafle la mise, et donc ces gagnants deviennent de plus en plus gros. Et puis derrière, vous avez ceux qui ne sont pas dans les gagnants et qui sont un petit peu laissés de côté. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, on a aux États-Unis en particulier la montée en puissance qui continue maintenant depuis des années et qui devient vraiment majeure de ce qui s'appelle les gestions indicielles ou les ETF, les trackers, donc qui vont acheter les actions, non pas en fonction d'une valeur intrinsèque qui découlerait d'une analyse, etc., mais en fonction de leur taille. Et donc simplement, au fur et à mesure que de l'argent arrive dans cette gestion indicielle, qu'on appelle aussi gestion passive, au fur et à mesure que l'argent arrive là, les valeurs les plus grandes deviennent encore plus grandes. Oui, parce que les gestions indicielles doivent investir dans ces mêmes valeurs. Voilà, c'est mécaniquement ce qui se passe, c'est pour ça qu'elles ont été inventées. Et donc, ça amplifie les tendances qui étaient déjà en place auparavant. Pour résumer, on a des méga-caps, des oligopoles, en tout cas aux États-Unis, ce sont des oligopoles qui raflent tout, qui raflent une bonne partie de la croissance. Et on a aussi ce phénomène des gestions indicielles. Mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième point qui justifie la sous-performance des small caps aux États-Unis? C'est que beaucoup d'entre elles ne sont pas bénéficiaires. Alors ça, effectivement, vous savez, les gérants et les investisseurs ont l'habitude de comparer le prix d'une action à son bénéfice, le ratio cours sur bénéfice, c'est vraiment classique. On a un petit souci, c'est quand la partie inférieure du ratio, le bénéfice est négatif, on ne peut plus s'en servir, quoi. Et donc, regarder ces indices de valorisation sur les petites caps, ça devient compliqué parce qu'on a de plus en plus de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires, donc qui font des pertes dans les petites capitalisations américaines. C'est vraiment une situation bien différente en Europe où on a quand même beaucoup plus de sociétés bénéficiaires. Alors justement, regardons l'Europe. Là aussi, on a un retard de valorisation assez net. J'ai un graphique qu'on a déjà montré dans une autre émission qui est assez parlant. C'est la médiane des PER. Hors financière, ça aussi c'est important de le préciser, et c'est la comparaison entre grandes valeurs et petites valeurs. Alors on voit que les petites valeurs avaient une prime, jouissaient d'une prime début 2018 et que maintenant elles se payent bien moins cher que les grandes capitalisations. Alors la question c'est est-ce que c'est justifié ou pas? Alors, effectivement, on a eu un rééquilibrage, c'est assez classique sur les marchés. Au départ, au début 2018, on avait peut-être un excès d'enthousiasme en faveur des petites capitalisations, donc on leur appliquait une prime. Les marchés les payaient plus cher que les grandes capitalisations. Et puis petit à petit, on a eu un retour de flamme, disons, et les grandes capitalisations sont revenues en faveur. Et aujourd'hui, les petites valeurs sont moins chères, sont beaucoup moins chères. Ça se justifie par quelques éléments structurels. La gestion indicielle qu'on évoquait pour les États-Unis, elle existe aussi en Europe, évidemment, elle se développe, même si elle reste beaucoup plus petite qu'aux États-Unis. Mais enfin, ça tire quand même les prix des grandes valeurs vers le haut. Et puis, on a également des facteurs qui tiennent à la réglementation, et puis simplement au fait que autant les États-Unis, c'est un pays, autant l'Europe, ça reste une collection de marchés qui sont encore séparés pour un certain nombre de raisons. On va revenir sur ces différents facteurs. Bon, il y a le fait aussi qu'en Europe, on n'a pas de super méga cap comme aux États-Unis. C'est ça, on n'a pas ce phénomène d'oligopole qui dominerait qui le marché des téléphones mobiles, qui la vente par correspondance, disons, sur Internet, etc., etc. On a des belles entreprises, des joyaux européens, mais qui sont encore assez loin des fameuses entreprises à 1000 milliards de dollars qu'on a en Amérique. Alors vous avez été allusif, Bernard, tout à l'heure, vous avez mentionné la réglementation.
Ça, c'est un point technique, mais aussi qui est très intéressant parce que ça a une incidence sur le comportement du marché des petites valeurs. C'est le fait que les petites et moyennes valeurs sont beaucoup moins suivies par les bureaux d'analyse, puisqu'on a une concentration de la recherche financière aujourd'hui du fait de la réglementation. Alors ça, voilà, ça coïncide assez bien avec la date de début 2018 que vous avez mentionnée auparavant, date à laquelle les petites valeurs étaient relativement chères par rapport aux grandes, et maintenant ça s'est inversé. Ça correspond à peu près à l'entrée en vigueur d'une directive européenne qui change simplement la tarification de la recherche qui est vendue par les analystes financiers aux investisseurs, aux gérants. Et ce changement de tarification très profond a conduit les investisseurs, disons, à acheter de la recherche sur un nombre de plus en plus limité de valeurs. Et en fait, ils se sont limités aux plus grandes valeurs. Et on a de plus en plus d'investisseurs qui ont dit bah non, finalement, je ne vais pas payer pour la recherche et l'analyse sur ces petites capitalisations que je vais regarder que à la marge, etc., etc. Et donc, on a un certain nombre de valeurs qui sont cotées en bourse, mais qui sont petites ou moyennes, qui ne sont plus rentables pour les analystes, parce qu'on n'a pas assez d'investisseurs qui payent pour avoir ces analyses. Mais donc, simplement, les analystes arrêtent de les suivre, arrêtent de produire de la recherche, ça n'intéresse plus personne, et du coup, leur prix baisse. Leur prix baisse, donc ça veut dire aussi qu'on a des inefficiences de marché, puisque leur prix ne reflète pas forcément leurs fondamentaux, des fondamentaux que le marché n'est plus capable d'évaluer parce qu'il n'y a plus de recherche dessus. Ou en tout cas, c'est au gérant de faire le travail tout seul. Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur les petites et moyennes capitalisations, recourir à un gérant actif par rapport à un gérant indiciel ou un ETF, c'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment l'endroit, la gestion de petites et moyennes capitalisations, où le gérant actif peut tirer parti d'inefficiences qui vont être beaucoup plus petites, voire introuvables sur les grandes valeurs. Il y a un moyen très simple de le voir. Les petites et moyennes capitalisations, en Europe comme aux États-Unis, c'est typiquement la classe d'actifs actions où les gérants actifs battent le plus les indices, ce qui n'est pas du tout le cas sur les grandes valeurs, où ce sont toujours les indices qui gagnent par rapport aux gestions actives. Donc si on veut avoir le plus de chances de son côté et ne pas envoyer son argent un petit peu à l'aveugle sur des indices dont on connaît moyennement la composition, une gestion active en petite et moyenne capitalisation, c'est vraiment le choix qui s'impose. Donc ça, c'est tout un point qui est vraiment à souligner. C'est que pour tous ceux qui souhaitent investir via de la gestion professionnelle, de la gestion déléguée, c'est-à-dire au travers d'un fonds, eh bien, il vaut mieux privilégier en l'espèce de la gestion active. Exactement, il faut toujours adapter. Donc un gérant qui est aux manettes et qui va faire du stock picking. C'est ce qu'on appelle du stock picking, de la sélection de valeur au cas par cas. Il faut toujours adapter son véhicule d'investissement à la classe d'actifs qui est sous-jacente. Les petites et moyennes valeurs se prêtent, de par leur liquidité qui est moindre, se prêtent moins bien à une gestion indicielle ou passive. Alors c'est d'autant plus nécessaire finalement de recourir à un gérant qui va faire le travail de sélection que vous le disiez, et ça on ne l'a pas développé, le marché européen des petites et moyennes capilles est un marché fractionné, alors que le marché américain est un marché uni. Là, on a des spécificités nationales. Il y a quelque chose de tout simple. Aux États-Unis, un analyste ou un gérant, il peut parler très facilement aux entreprises qui sont basées aux quatre coins de son pays, continent. En Europe, il y a quelque chose qui est assez dommage, c'est qu'on a tous des langues différentes. Et que si un gérant basé à Paris veut parler au directeur financier d'une société basée en Finlande, en Autriche ou en Espagne, déjà, ne serait-ce que du point de vue linguistique, ça va lui poser un ou deux écueils. Et en plus, vous allez avoir des sociétés d'analyse financière, donc ces sociétés de recherche qui étudient les comptes des sociétés, elles vont être souvent différentes. Il va y avoir une société qui va être basée qui va regarder surtout la Scandinavie, une autre qui va regarder surtout les pays germanophones, etc., la France. Et donc, on a un fractionnement qui persiste dans les marchés, y compris en zone euro, même si on a une devise unique sur la plupart de ces marchés. On continue à avoir, à cause de la langue, à cause d'un biais national aussi qui subsiste sur beaucoup d'investisseurs, on continue à avoir des marchés fractionnés, ce qui demande de la recherche spécifique sur chaque marché, et ce qui crée des inefficiences qui sont, elles, tout à fait positives pour un gérant actif qui peut en tirer parti. Le marché des petites et moyennes valeurs en Europe, pour vous, est plutôt un marché intéressant, contrairement au marché des petites et moyennes valeurs aux États-Unis. Pour résumer, aux États-Unis, on a des valeurs qui, en moyenne, d'après ce qu'on en voit, sont très chères et sont en perte nette. Ça, c'est les petites valeurs américaines.
En Europe, les petites valeurs sont plutôt moins chères que les grandes et sont en moyenne bénéficiaires. Donc, et d'ailleurs, c'est un des arguments avancés par tous les gérants de petites et moyennes valeurs, c'est que les croissances bénéficiaires sur le long terme, sur longue période, sont bien supérieures à celles qu'on trouve du côté des grandes capitalisations. Voilà, et si on regarde, si on combine la valorisation habituelle, le ratio cours sur bénéfice à cette croissance potentielle, on s'aperçoit qu'on paye infiniment moins cher la croissance sur une petite valeur que sur une grande, raison de plus pour s'y intéresser. Bon, le point d'attention tout de même quand on investit dans des petites et moyennes valeurs, et il faut le répéter, le rabâcher, c'est tout de même la liquidité. On a beaucoup moins de liquidité que sur des grandes capitalisations, c'est bien normal. Donc un marché qui peut, lorsque on connaît une tendance baissière prononcée, tirer les prix très très sensiblement vers le bas. Voilà, par définition, les petites et moyennes valeurs sont moins liquides que les grandes, c'est un petit peu leur définition. Et la liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, le jour où on a besoin d'acheter ou de vendre, d'avoir un bon prix, disons. Or, sur une petite valeur, vous allez avoir peu d'investisseurs qui vont être prêts à acheter votre valeur le jour où vous voudrez la vendre. Et donc, ils vont vous demander une forte décote. Et si vous voulez vraiment vendre, vous serez obligé d'accepter cette forte décote. Donc, dans un contexte de marché, un jour qui pourra se retourner et devenir baissier durablement, ce ne sera pas forcément la classe d'actifs à privilégier. En revanche, si on reste sur une tendance bien orientée des marchés, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, on a un beau rattrapage à effectuer du côté des petites valeurs. Quelle proportion, c'est la question piégeuse, quelle proportion de petites valeurs doit-on mettre dans un portefeuille action équilibré? Garder un socle majoritaire de grandes valeurs, c'est important à nouveau en termes de liquidité et puis également pour tirer parti de ces fameux effets oligopolistiques qui se mettent en place dans un certain nombre de grandes régions du monde. En revanche, une proportion du type 2 tiers de grandes valeurs, 1 tiers de petites, ça semble assez cohérent. Bernard, merci.